Donc, on va reprendre aujourd'hui, mais d'un autre point de vue, peut-être un peu inattendu, mais voilà. On est en Écosse. Et c'est 1753. Nous sommes donc dans les alentours de Inverness. Et là, vous voyez Culloden, endroit important pour ce qui va suivre aujourd'hui. Mais alors, en 1753, James Ogilvy, le cinquième comte de Findlater, a reçu des rapports, et lui, il était plus ou moins chargé à ce moment-là des affaires de l'Écosse. Il a reçu un rapport en racontant qu'il y avait pas mal de problèmes aux alentours de cette région-là, parce qu'il s'agissait donc d'une série d'endroits, plus ou moins autour de Beauly Firth, Kirk Hill, par exemple, ou Moniac, ici. Et tout cela, ça faisait partie, en fait, des propriétés de quelqu'un qui a été très important dans la vie politique de l'Écosse, notamment Simon Fraser, Lord Lovat. Simon Fraser, Lord Lovat, a été parmi les personnages les plus importants dans la rébellion de 1745-46. Il est d'ailleurs le dernier homme en Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, qui est mort décapité. En 1747, il a été donc condamné et décapité aux ordres de la couronne hanovérienne parce qu'il était considéré comme un personnage central qui avait donc été responsable pour ce soulèvement jacobite à la faveur de Bonnie Prince Charlie. Et puis, donc, ces propriétés ont été confisquées, comme un certain nombre d'autres. Et ces propriétés, donc, incluaient donc une grande partie de cette région-là autour d'Inverness. Alors, donc, le Earl of Findlater reçoit des plaintes en disant qu'il y a en particulier un monsieur qui est en train de créer des problèmes, qui refuse de donner les impôts aux collecteurs, qui est aussi notamment très intéressé par la récolte des moules dans les muscle scalps de Beauly Firth. Et donc, il est obligé, enfin, de monter une petite enquête. Il reçoit les papiers de cette enquête donc, vers le milieu de l'année 1753. Et on dit que, en fait, la personne qui est assez centrale dans cette affaire, de cette espèce de, pas exactement un soulèvement, mais c'est considéré presque comme une rébellion, c'est quelqu'un qui s'appelle donc James Fraser. Et donc on fait des enquêtes à propos de Fraser, et il reçoit des lettres et pour et contre des gens qui disent que Fraser était plus ou moins lui-même un jacobite, d'autres qui disent que ça c'est un peu n'importe quoi, c'est ce qu'on dit quand on n'aime pas quelqu'un en Écosse à l'époque, on dit qu'il est jacobite. Mais il y a parmi ces lettres-là une petite phrase qui m'a frappé, c'est-à-dire où on dit, ça c'est une lettre plutôt favorable à lui, écrite par un anonyme, mais qui dit I have never heard of James Fraser being disaffected. He was long in the East Indies and has the reputation of being uncommonly skillful in the languages and learning of the East. Donc, c'est quelqu'un qui a été en Orient et il est revenu, il est donc considéré comme une espèce d'orientaliste. Alors, donc, on commence à creuser à partir de ce genre de choses et on arrive finalement à comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas un grand rôle à jouer dans ce genre de livres populaires qu'on trouve dans les gares aujourd'hui aux États-Unis ou en Angleterre, avec des titres assez sensationnels, comment les Écossais ont inventé le monde moderne, ou vous voyez la version rivale, comment les Irlandais ont sauvé la civilisation. Donc on a tout ce genre de versions un peu étranges de l'histoire globale, mais une histoire globale très patriotique en fin de compte,
James Fraser, ce n'est pas de genre à rentrer dans ces livres-là où il s'agit finalement, dans le cas des Écossais, c'est une version finalement un peu édulcorée des Lumières écossaises. C'est ce qu'on raconte dans ce livre. Alors, par contre, quand on commence à regarder des articles un peu plus sérieux, comme le livre de Devine, Scotland's Empire, The Origins of the Global Diaspora, ou les articles de quelqu'un comme George McGilvary, on voit en fait qu'il y a des tuyaux à suivre, des données autour de cette espèce de diaspora des Écossais, à la fois dans l'Atlantique, et une grande partie de ces livres se concerne essentiellement de la présence écossaise en Amérique et dans les Caraïbes, bien sûr, parce qu'ils étaient aussi très importants dans le commerce des esclaves, et par exemple à Barbados ou à Berbice ou en Jamaïque. Mais il y avait aussi des Écossais, bien sûr, en Angleterre, et notamment dans le cadre de la Compagnie des Indes. Et c'est un processus qui commence, et c'est un peu paradoxal. On sait que les Écossais s'intéressaient aux Indes déjà au XVIe siècle. Il y avait un savant assez connu du XVIe siècle qui s'appelle Buchanan, qui a écrit sur l'Inde et qui a passé du temps au Portugal notamment. Il a aussi fréquenté plus ou moins le milieu de Michel de Montaigne à un moment donné. Et Buchanan avait écrit un certain nombre de choses portant tout d'abord sur l'Empire portugais. Au début, c'était assez favorable et par la suite, c'est devenu assez défavorable. Et il a écrit à la fin de sa vie des poèmes assez amusants, mais très, très violents contre les rois de Portugal. Mais par la suite, on sait que, par exemple, quand la Compagnie des Indes de l'Angleterre a été formée au début du XVIIe siècle, les Écossais n'avaient pas un grand rôle à jouer. Et ça, malgré le fait qu'on sait qu'il y avait un roi écossais, Jacques Ier, qui était sur le trône de l'Angleterre. Et puis, pendant tout le XVIIe siècle, quand il y avait la dynastie Stuart, ou même pendant la guerre civile, on ne voit pas une présence écossaise très importante dans la compagnie. Mais à la fin du XVIIe siècle, et ça peut paraître un peu paradoxal, à la fin donc de l'époque des Stuarts, on commence à voir de plus en plus d'Écossais rentrer dans la Compagnie des Indes. Et en particulier, il y a au début du XVIIe siècle ce qu'on appelle souvent le réseau de Drummond, ou le Drummond Network. C'est autour de quelqu'un qui était un grand investisseur dans la Compagnie des Indes et qui a donc su placer ces gens dans des positions très importantes dans les Indes, à la fois donc dans la présidence de Bombay, mais aussi autour de Madras et finalement aussi autour de Calcutta. Et voilà le cadre dans lequel rentre notre James Fraser. Donc il est né à cet endroit East Moniac, un peu au sud de Biolifert, en 1712 ou 13, on n'est pas tout à fait sûr. Je viens d'avoir une petite correspondance avec sa famille, mais ils n'ont pas une date très précise non plus. À l'âge de 16 ou 17 ans, il est parti en Inde. Donc ça, c'était plus ou moins normal à l'époque, sauf que ça veut dire quelque chose qui pour nous est important, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une éducation à l'université. Donc ça se compare avec d'autres qui sont partis un peu plus tard et ont fait des cours de l'université, notamment à Édimbourg. Ça sera le cas d'un certain nombre d'employés de la compagnie de la deuxième moitié du XVIIIe. Et puis, il va rester à peu près 10 ans en Inde, à Surat, à Cambay et à Bombay. Il a aussi passé un peu de temps dans la mer Rouge, à Mocha. Et on reviendra un peu sur ça aussi. Puis, ayant passé 10 ans en Angleterre, en Inde, il revient en Angleterre en 1740-41. Il va se marier en 1942 avec Mary Satchel. Et la même année, il va publier un livre qui est le seul livre pour lequel il est connu. Donc, normalement, si vous faites des recherches de base sur Internet, la seule chose que vous risquez de trouver, c'est James Fraser, auteur de l'histoire de Nadir Shah, History of Nadir Shah.
mais pas grand-chose d'autre autour de lui, qu'il a publié donc en 1742. Il n'est pas resté très longtemps en Angleterre. Il revient donc en Inde, cette fois-ci avec sa femme. Et donc en 1743, il est de retour à Surat. Et il y a donc ce deuxième séjour qui va durer 6 ans, beaucoup plus compliqué, comme je vais expliquer, la deuxième fois à Surat. Et il va donc rentrer en 1749, deuxième fois, plus ou moins en disgrâce, parce qu'il a eu beaucoup de conflits autour de lui dans le comptoir de Surat avec ses supérieurs, mais aussi avec des gens à Bombay. Et il est donc plus ou moins expulsé et il est obligé de rentrer chez lui, mais il est très riche. Et comme il est très riche, à ce moment-là, il peut rentrer en Écosse, il peut s'acheter des terres et construire une grande maison. Et donc, c'est à cette époque-là, ces derniers moments de sa vie, quand il va avoir ces conflits, notamment avec des gens autour de lui, et en particulier avec un certain monsieur Hugh Grant, pardonnez-moi, James Grant, c'était un lapsus, James Grant, qui était l'administrateur des propriétés de Lord Lovat. Et donc, soudain, en janvier 1740, il meurt. Il n'y a pas du tout d'indication sur l'état de sa santé en 1753, mais là, il est donc mort en 1754 à l'âge de 41 ans ou 42 ans. Voilà donc un petit résumé sa vie. Et voilà pourquoi on s'intéresse à lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, représente un type assez particulier de la première moitié du XVIIIe siècle, pas du tout du genre des Écossais de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur lesquels je vais avoir l'occasion de parler la semaine prochaine. Il est quelqu'un donc qui a su rentrer, mais vraiment rentrer dans la vie intellectuelle indienne. Et à cause de ça, on voit pas seulement une attitude, mais aussi une façon d'aborder le monde indien qui est un peu différent par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir déjà au XVIe, XVIIe, et puis qu'on va voir par la suite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, comment est-ce que ça se fait? Et pour moi, l'essentiel de l'affaire, ça se joue à cet endroit assez important, qu'on a toujours abordé comme centre commercial, mais on n'a peut-être pas assez pensé comme centre intellectuel que la ville et le port de Surat. Donc, Surat, ici, en Inde occidentale, lié bien sûr avec le nord de l'Inde. Il y a ces voies qui passent par Ahmedabad et Ajmer qui font le lien avec Agra et Delhi. Ça, c'est une route terrestre commerciale très connue. Mais il y a aussi les autres liens de Surat qui ne sont pas de moindre importance. Ce lien avec Burhanpur, grand centre à l'époque en Inde centrale, et puis en passant par Aurangabad avec le Décan. Donc il y a ça, et puis il y a aussi les liens par la voie du commerce côtier avec, par exemple, Bombay ou même un peu avec Goa et les autres ports ici. Et finalement, il y a quelque chose qui n'est pas à négliger non plus, c'est-à-dire que Surat est quand même le port le plus important de l'Inde pour le commerce avec le Moyen-Orient. Donc, et cette ouverture vers le Golfe Persique, et en particulier envers le monde de la mer Rouge et l'Empire ottoman. Donc, pour tout ça, c'est une espèce de vrai, je dirais, carrefour dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, très rapidement, pour vous expliquer comment Surat est devenu un port et un centre si important, il faut remonter au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, à un moment quand le Gujarat était encore un sultanat indépendant, donc pas encore sous le contrôle des Moghols. Les Moghols ont fait la conquête en 1572-73, et à cette époque-là, l'époque de ce célèbre sultan, sultan Bahadur de Gujarat, mort noyé en 1537, noyé ou assassiné par les Portugais, il s'avère que les deux ports les plus importants n'étaient pas Surat, mais Cambaïat ou Cambay, et puis Diu. C'était les deux centres de grande importance. Surat était considéré comme
un port d'importance secondaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de très important dans les années 1540, c'est-à-dire quelqu'un va décider de construire un château et fortifier Surat. Ce qui veut dire que Surat devient peut-être le seul port en Inde occidentale ou même sur les côtes de l'Inde qui n'est pas contrôlé par les Européens, mais qui est néanmoins fortifié. Donc, toutes les autres forteresses qu'on voit sur les côtes de l'Inde sont inévitablement sous le contrôle des Européens, comme Cochin ou Goa, etc. Tandis que ça, c'est l'exception. Et pour expliquer cette exception, très rapidement, je voudrais juste mentionner que la personne qui était responsable pour cette construction, c'était ce personnage-là, qui s'appelle Khaja Zafar Salmani, Khudavand Khan, c'est son titre, mais il s'avère qu'il vient de Otranto. C'est un Italien renégat qui est passé par l'Empire ottoman et par le biais de l'Empire ottoman est arrivé en Inde dans les années 1530. Il a tout de suite reconnu la difficulté que présentaient les Portugais. Il a décidé donc que la seule façon de se défendre des Portugais était de construire un port fortifié contre les ambitions des Portugais. Et ils s'entourent par d'autres membres de l'élite ottomane, un certain nombre qui sont soit des Italiens, soit des italophones. Dans la chronique du Portugais Diogo do Couto, il y a ce moment amusant quand il raconte comment il avait l'habitude de fréquenter ces gens et qu'on parlait souvent des grands auteurs de la Renaissance, donc Dante, Pétrarque, etc. Et on discutait tout cela entre renégats ottomans et chroniqueurs portugais. Voilà. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il a su fortifier ça. Ça, c'est son tombeau de Marjan Shami, où il est, c'est toujours un monument important à Surat, mais il y a aussi là-dedans quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire toute une série de tombeaux des Abyssins, des Éthiopiens, aussi d'une élite qui fréquentait les mêmes Ottomans. Et c'est autour de cette présence donc d'une élite très mixte des Ottomans, des Éthiopiens, des Rajputs, etc., qu'on a su construire Surat comme grand port. Donc, depuis sa naissance, on peut dire extrêmement mélangé, extrêmement cosmopolite. Et ça, c'est le cas pendant tout le XVIIe siècle. Il y a toute une série de gens intéressants qui sont passés par Surat. En fait, si on fait la liste de tous les gens qui sont passés par Surat au XVIIe siècle, c'est vraiment le gratin des voyageurs occidentaux. Et en commençant avec Tom Coryat, qui a fait le voyage terrestre en Empire moghol, et en fait qui est enterré lui aussi à Surat. Il est mort là-bas. Mais par la suite, il y a tout le monde. François Bernier est passé par là au moins 2 fois. Jean-Baptiste Tavernier y était. Et il a passé pas mal de temps. Il a fait une description. Et d'ailleurs, une des meilleures descriptions de Surat qu'il décrit comme le port le plus important du monde, il le dit carrément, c'est de la plume de François Martin, le chef plus ou moins de la Compagnie française des Indes à la fin du XVIIe siècle. Et il a une très très belle description dans une lettre qu'il a écrite de Surat de l'importance de cette ville, où il insiste à la fois sur l'importance politique, l'autonomie relative de la ville par rapport à l'Empire moghol, parce que les gouverneurs moghols ne résidaient pas à Surat, ils étaient à Ahmedabad, donc le port avait une très grande autonomie. Et puis il nous dit en effet que c'était une ville portuaire où il y avait des gens venus des 4 coins du monde, donc extrêmement sophistiqués, extrêmement mélangés. Donc voilà un peu comment ça se voit à l'époque de James Fraser, donc au début du XVIIIe siècle. Donc vous voyez ici, on a la rivière, le tapis ou le tapti. Ici, le château, ce qu'on appelle Surat Castle, normalement qui a une garnison assez mélangée. Au XVIe siècle, il y avait pas mal de Malais et d'Abyssins là-dedans, puis il y a eu d'autres types de militaires à l'intérieur. Il y a ici le douane, donc
Maison de la Monnaie, oui, la Monnaie. Et puis, il y a ces deux fortifications. Cette fortification intérieure qui s'appelle Sheherpana, protection de la ville, et puis cette autre fortification extérieure qui s'appelle Alampana, la protection du monde, de l'univers, et une série de quartiers assez particuliers, assez intéressants, souvent portant les noms des personnages importants. Ici, par exemple, vous avez cet endroit qui s'appelle Rustampura, et ça porte le nom d'un très très grand marchand zoroastrien qui s'appelait Rustamji Manakji, qui a joué un rôle capital dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, quand je dis mélanger, on a un peu tout. Il y a donc des musulmans, il y a des hindous, il y a beaucoup de Banias, il y a ces zoroastriens, il y a toutes sortes d'Européens. Ici, ça s'appelle Begumpura, pour une raison très particulière encore, c'est parce que la fille de Aurangzeb, pardonnez-moi, c'est pas mon jour. La fille de Shah Jahan a passé pas mal de temps ici, et donc c'était plus ou moins son quartier à elle qui s'appelle donc Begumpura. C'est à cause de Jahanara Begum qui a été ici dans les années 1630, 40 et un peu les années 50 aussi. Il y a un certain nombre d'autres sites qu'il faut noter. Ici, vous voyez un endroit qui a une très grande importance, c'est le Khanka, l'hospice des Aïdoroussiya, qui sont donc, c'est un ordre soufi venu du sud de l'Arabie. Et assez important, ce sont des Hadramis, donc, et qui gardent une grande importance à la fois à Surat, mais aussi en Asie du Sud-Est. Ils vont jusque-là. Mais il y a aussi quelque chose d'assez particulier à Surat qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une distribution très nette dans les quartiers par religion ou par ethnicité. Donc, par exemple, si vous voulez regarder, le comptoir anglais, c'est là, le comptoir français, c'était juste derrière, c'est près de Marjan Shami, mais les Néerlandais sont là. Donc, ce n'est pas comme si les Européens se trouvent toujours dans le même endroit. Et de la même façon, en fait, il y a une distribution assez intéressante d'autres groupes. Ici, vous voyez où c'est marqué Abdel Ghafour. Ça, c'est le plus grand marchand de Surat à la fin du XVIIe siècle, qui est lui-même membre d'une petite communauté relativement petite qui s'appelle les Bohra. Mais là, vous voyez qu'il est très près du comptoir anglais, en fait, sa maison et les choses autour de sa maison. Alors, il y a aussi, bien sûr, ces deux endroits qui ont une certaine intérêt, au moins à cause de l'aspect curieux qu'ils ont, le cimetière néerlandais et le cimetière anglais. Vous voyez ici une carte de Surat dessinée par un voyageur suédois au XVIIIe siècle, et on voit plus ou moins la même chose. Il a indiqué toute une série d'endroits à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. En fait, oui, un peu plus de détails ici. Et heureusement pour nous, on a en fait cette grande carte, une carte très intéressante de Surat du début du XVIIIe siècle, où on a tous les détails, c'est-à-dire chaque endroit est nommé, et on voit donc avec beaucoup de précision qui habite où, etc. Et tout cela, c'est très important pour nous, et notre version de la même carte, analysée par l'historien japonais Nagashima, Hiromu, et voilà donc le fort et enfin le comptoir anglais. Alors pour nous, ce qui est important, c'est qu'on voit déjà à partir de cette carte, mais encore plus en regardant les lettres et les documents échangés, que si on est européen et on habite Surat au début du XVIIIe siècle, ce n'est pas comme si on a une vie dans une enclave séparée des autres. En fait, c'est une vie assez mélangée. Donc, la réalité, c'est que même si un certain nombre, par exemple, d'autorités anglaises, comme il y avait quelqu'un qui a voulu faire une espèce de réforme de tous les comptoirs anglais qui s'appelait Stranger Master, il a voulu en fait séparer la vie des Européens ou la vie des Anglais de la vie des autres. Il ne voulait pas que ça soit trop mélangé parce qu'il avait cette notion qu'avec le contact, on est corrompu. Et on va perdre son identité d'Européen si on a trop de contacts. Mais on voit que la réalité, c'est que la vie quotidienne dans le comptoir de Surat, c'est extrêmement mélangé. Il y a énormément de va-et-vient
avec le monde autour. Et par exemple, quand il y a le grand moment, chaque année, il faut se rappeler qu'il y a une espèce de processus où la ville est, tout d'abord, la population est gonflée, puis réduite parce qu'il y a le Hajj. Et comme Surat est le port principal de départ pour le Hajj, il y a donc des gens qui viennent des alentours et même d'Agra ou de Delhi. Et ça va dépendre parce que vous voyez que le Hajj, ça dépend du calendrier lunaire, tandis que les moussons sont les moussons. Et donc, il y a parfois une espèce de décalage entre les deux, ce qui veut dire que parfois on est obligé de rester à Surat plusieurs mois, ou quand on rentre, on est coincé dans la ville, on ne peut pas sortir si on arrive juste avant les pluies. Mais en tout cas, on sait qu'il y a cette espèce de processus aussi, de beaucoup de va-et-vient avec le Moyen-Orient à cause de ça, mais des liens commerciaux aussi autour de cette question-là. Et quand on parle de ces mélanges-là, je vais juste vous donner un petit exemple pour avoir une petite idée. Voilà, ça c'est les cimetières des Néerlandais et des Anglais. Et les spécialistes de l'architecture qui ont fait l'analyse de ces tombeaux ont remarqué qu'en effet, il s'agit d'une espèce de mélange indo-musulman avec des éléments européens. Donc, il est manifeste qu'on a employé des artisans, des Indiens pour construire une série de choses. Il y a des choses qui viennent plus ou moins calquées sur les constructions des tombeaux timourides ou même afghans. Et puis, il y a des éléments qui viennent de l'Europe, et en particulier dans certains tombeaux néerlandais, comme celui de grands savant et administrateur Van Reyde Drakenstein. Il a son tombeau ici. Et là, c'est un peu plus européen, un peu moins indien, tandis que les grands éléments du cimetière anglais, et d'ailleurs, il y a aussi les Arméniens, plus ou moins là-dedans. Donc, tout cela, ça démontre exactement cette espèce de mélange entre les deux cultures. Donc, on peut effectivement faire une espèce de contraste, si vous voulez, entre la vie à Surat et la vie à Bombay, où les Anglais sont présents surtout à partir des années 1760. À Bombay, il y a beaucoup plus de séparation entre les deux populations, tandis qu'à Surat, tout est beaucoup plus mélangé. Et d'ailleurs, ces mélanges, on peut même entrevoir ça en regardant de près les écrits de quelqu'un qui était pas seulement quelqu'un qui a habité Surat et Bombay, mais qui était le meilleur ami de James Fraser, qui est John Cleland. John Cleland, qui a été donc à Bombay, qui a été puis aussi à Surat, et en rentrant en Europe, il a écrit ce célèbre livre qui s'appelle Memoirs of a Woman of Pleasure, c'est connu sous le titre normalement de Fanny Hill, qui a été considéré comme un roman obscène au XVIIIe siècle, mais en fait, Cleland est quelqu'un qui, d'ailleurs, va jouer un rôle assez important dans la vie de Fraser, parce qu'il est très bien connecté dans la vie anglaise à l'époque, et d'ailleurs, il a même des contacts assez inattendus. On sait qu'en rentrant en Angleterre, bien sûr, pas seulement à cause de son roman, mais plus généralement, il était un peu mal vu, mais il a cherché à créer des contacts ailleurs, et parmi ces contacts, dans les années 1750 à Londres, était l'ambassadeur portugais à Londres, le futur marquis de Pombal, et Cleland va en fait écrire une mémoire pour le marquis de Pombal expliquant comment réformer le commerce des Indes des Portugais. Donc, vous voyez qu'il est assez ouvert, et on sait que Cleland, entre autres, parlait très bien le portugais. Il avait beaucoup de contacts avec les populations lusophones et à Surat et à Bombay. Alors, donc, James Fraser. James Fraser qui, pour moi, est quelqu'un qu'on peut aborder par plusieurs biais. Il y a donc les archives autour de lui. Il y a les lettres qu'il a laissées, il y a les lettres qu'on trouve dans les archives de la compagnie autour de lui, mais il faut quand même commencer avec ce texte-là, ce texte qu'il a donc écrit et publié dans ce petit séjour qu'il a eu à Londres entre les deux séjours
indien, l'histoire de Nader Shah, formerly called Tahmasp Qoli Khan, et donc avec une carte portant sur l'Empire moghol. L'événement qui est décrit là-dedans est un événement capital, c'est l'invasion de l'Inde du Nord par le roi d'Iran, Nader Shah, qui avait pris le pouvoir des Safavides dans les années 1720-30, et puis qui a fait une espèce d'expansion en Asie centrale, en Inde du Nord, etc. Il a été comparé pendant son vivant avec Tamerlan, et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit. Si on regarde par exemple les lettres ou des autres mémoires circulant en Europe, notamment des versions d'un texte écrit par M. de Volton, Joseph de Volton, un pseudo-médecin français qui se promenait en Inde à l'époque. Il y a donc beaucoup de détails. Alors Fraser, par contre, a essayé de faire autre chose. C'est-à-dire, dans ce livre-là, il nous livre à la fois une histoire donc, de l'invasion, mais ce qu'il fait, qui est assez intéressant, c'est qu'il nous donne également une vision globale de l'Empire moghol. Donc, en fait, il commence avec les débuts de l'Empire moghol, la fondation, et il nous raconte un peu tous les empereurs, comment ça s'est passé au XVIe et au XVIIe siècle, et donc il a aussi une petite théorie de déclin moghol, et finalement l'invasion de Nader Shah. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il fait aussi remarquer, il explique au lecteur que contrairement à la plupart des gens qui ont fait des récits basés essentiellement sur le oui-dire, lui, il a fait des vraies recherches. Et qu'est-ce que ça veut dire, des vraies recherches? C'est-à-dire, il nous fait en fait comprendre qu'il a une très très bonne connaissance de l'historiographie moghole. Donc, il est vraiment un grand connaisseur des chroniques et des textes en persan. Et ça, c'est le fruit de ces 10 ans passés notamment à Surat, mais aussi ailleurs en Inde. Et d'ailleurs, pour publier ce livre, il fait usage de ces réseaux qu'il a très vite pu construire en Angleterre. Le livre porte un dédicace. C'est dédicacé à ce monsieur-là, c'est Richard Mead, grand médecin, grand spécialiste aussi des venins et des... donc aussi, son ouvrage le plus célèbre, c'est celui-là, c'est sur le pestilential contagion. Mais Mead est aussi un grand collectionneur. Il est très ami avec Hans Sloane, qui est aussi son rival, un autre grand collectionneur de l'époque. Ça, c'est une série de liens qui Fraser a pour faire vendre ce livre et pour donner un peu plus de légitimité à son travail. Mais voilà l'autre grande connexion de Fraser. Et ça, c'est en passant par Cleland. Ça, on sait qu'Alexander Pope était très ami avec Cleland. Et là, vous voyez donc le Rape of the Lock, la boucle de cheveux enlevée, où il y a quelques, ici et là, en fait, des phrases portant sur l'Inde. This casket, India's glowing gems and locks, and all Arabia breeds from yonder box. Il y a donc des petites phrases comme ça, donnant des indications qu'il s'adressait aussi à ce monde extérieur, à l'Europe, dans son monde. Alors, le texte de Fraser donc, comporte aussi quelques versions de miniatures. Ça, c'est le frontispiece où il y a une version d'une miniature de Mohammed Shah, l'empereur moghol de l'époque. Mais il y a dans l'introduction ces phrases assez intéressantes où il nous explique un peu sa formation à lui. Voilà donc. The first master under whom I studied, the Persic, donc le persan, was a Parsi, or one of the race of the ancient Persians, now at Surat. The second was a mullah of one of the mosques there, whose name was Fakhruddin. When I was at Cambay, I studied under Sheikh Muhammad Murad, a man famous in those parts for his knowledge of the Mohammedan civil and ecclesiastical laws. During my stay in that place, I employed 3 hours each day with one Srinath Vyas, a learned Brahmin, whom I allowed a salary on that account. It was by his means I procured my Sanskrit manuscripts, which I believe is the first collection
of that kind ever brought into Europe. Donc il est assez clair pour dire qu'il a eu toute une série de maîtres, pour la personne 3 maîtres d'orientation différente, un zoroastrien, puis 2 musulmans, et des musulmans assez, dans un de ces cas, quelqu'un qui apparemment était assez connu pour ses connaissances de fiqh, de jurisprudence, mais aussi, donc, il a passé un peu de temps, moins de temps d'ailleurs, à la poursuite du persan, et d'ailleurs du sanskrit. Le sanskrit est beaucoup moins important pour ce travail historique qu'il fait, car il n'y a pas de manuscrit en sanskrit qui porte essentiellement sur cette histoire de Nadir Shah qu'il a envie de raconter. Alors, donc, passons à la deuxième partie de son livre. Donc, à la fin du livre sur Nadir Shah, on trouve cette chose-là. A Catalogue of Manuscripts in the Persic, Arabic and Sanskrit Languages, collected in the East by James Fraser. C'est déjà en 1742 qu'il a cette collection. Et cette collection, d'ailleurs, est très intéressante pour plusieurs raisons. C'est la première grande collection des manuscrits qu'on a rapporté en quelque sorte de l'Inde. Et ça sera le modèle pour une série d'autres personnes pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Ça, c'est le premier aspect important de cette collection-là. Mais le deuxième aspect important, c'est qu'en fait, on a peut-être 90% de ces manuscrits toujours disponibles. Parce qu'après sa mort, en 1754, sa famille a donné cette collection à la bibliothèque bodléenne. Donc, en fait, pas seulement on peut lire les descriptions qu'il fait ici de ces manuscrits, on peut consulter les manuscrits. Et on peut voir quel genre de manuscrits il a acheté, on peut voir d'où venaient ces manuscrits, les colophones, on peut regarder pour voir à quel moment ils ont été copiés. Mais surtout pour moi, je vais insister sur un fait qui me semble assez important, c'est-à-dire, à mon avis, quand Fraser est arrivé en Inde, il avait à peine 17 ou 18 ans, il était quelqu'un qui était manifestement assez ouvert et assez malléable. Et à mon avis, il était en quelque sorte formé en Inde. Et à mon avis encore, ce qu'on voit dans cette collection de manuscrits, c'est comment on peut se faire former en Inde par une série de personnages assez particuliers. Donc, le goût qui est révélé dans son catalogue, ce n'est pas son goût à lui, c'est le goût du milieu. C'est le goût de ses maîtres. Et donc, il y a quelque chose d'assez particulier qu'on peut regarder dans cet ensemble de manuscrits. Et là, je reviens sur quelque chose qu'on avait développé moi-même et Muzaffar Alam dans une série d'essais qu'on avait publiés. Et notamment, on avait passé un peu de temps à parler de la formation de la classe des secrétaires, de ce qu'on appelle les munshi en Inde moghole. Et dans un essai qu'on avait écrit qui s'appelle The Making of a Munshi, la formation d'un munshi, on avait par exemple utilisé des récits autobiographiques, mais aussi il y a une lettre assez connue écrite par cette personne-là qui s'appelle Chandrabhan Brahman, qui a été l'objet d'un ouvrage très récent d'un des élèves de Muzaffar Alam, Rajiv Kinra. C'est un livre qui vient de sortir sur ce monsieur Chandrabhan Brahman, qui était un poète, un écrivain au XVIIe siècle, un hindou brahman, mais qui est devenu un grand savant en persan. Et Chandrabhan, à un moment donné, écrit une lettre à son fils Tejbhan, dans laquelle il explique ce qui est un bon savant dans le contexte moghol. Et il explique les textes nécessaires, ce qu'il faut apprendre, comment il faut apprendre, dans quel ordre, ce qui est le bon goût, ce qui est le mauvais goût, et ainsi de suite. Et donc, on avait aussi traité un peu cette question dans 2 essais de notre collection portant sur l'Empire moghol. Et voilà donc la collection de Fraser. Comment il le décrit, et quelles sont les catégories dans lesquelles il a donc distribué ces manuscrits. Donc, il y a beaucoup de manuscrits d'histoire, de tarikh. Puis, il y a pas mal de poésie, de nazm. Il y a des manuscrits d'éthique, politique et de romans, de akhlaq et dastan. Il y a les arts et les sciences, ulum ou funun, dans lesquels il y a pas mal de choses sur les poisons. Et ça, c'est à cause de Richard Mead, je crois, qui s'est intéressé beaucoup à ça. Donc, il a sur les venins et comment guérir différentes sortes d'empoisonnement.
mais il y a aussi pas mal d'autres choses. Il y a toute une catégorie portant sur le dictionnaire, les vocabulaires, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle l'orat, les lettres, les formes de composition, les insha, et finalement des choses portant sur la divinité, aqaïd. Et voilà donc une catalogue raisonnée et portant sur différentes sortes de manuscrits qu'il a su collectionner et ramener en Europe. Donc, juste à titre d'exemple, une page, là c'est la partie histoire. Et vous voyez les manuscrits qui sont mentionnés là, c'est ce qu'il appelle, lui, Waqiat de Jahangiri. C'est en effet les mémoires de Jahangir. Il a un manuscrit de ça. Il dit The great Mughal Jahangir's commentaries of himself from his sitting on the throne until the 13th year of his reign, wherein is set down all the new regulations and experiments he made. Donc, assez connu. Deuxième, c'est l'Alamgir Nama de Mohammad Kazem. Il y a, ça c'est un texte moins connu que le Tariq al-Kashmir. Il y a les Mirat Secondary, donc chronique de Gujarat. Il y a le Tariq al-Amara Abbasi, c'est la grande chronique des Safavides. Et ainsi de suite. En fait, il a tout. Il commence avec les Timurides au XVe siècle. Il commence avec le Rawzat al-Safa, puis il a tout. Il a les mémoires de Babur en persan, il a les grandes chroniques d'Akbar, il a l'Akbarnama, il a la chronique d'Abdul Qadir Badayuni. Donc, cette collection-là me semble assez complète pour au moins les grandes chroniques de l'Inde moghole. Puis, pour les autres parties, c'est plus ou moins particulier. Pour la poésie, il a un certain nombre d'auteurs classiques qu'on peut attendre. Il a Nizami, il a Jami, il a etc. Mais il a Hafiz, mais il a aussi un goût très très manifesté pour ce qu'on appelle les Tazagoyan, c'est-à-dire cette nouvelle poésie caractéristique de l'Empire moghol. Les gens qui parlent d'une voix nouvelle ou fraîche. Donc, et encore, si on commence à regarder les autres choses, on peut voir dessiner plus ou moins quelqu'un qui a un goût très particulier. Et au départ, j'avais un peu de difficulté à comprendre ce qu'était son goût. Mais finalement, c'était assez évident et je crois que j'ai compris. Et c'est ça, en quelque sorte, la clé. La clé, c'est en effet ce personnage qu'il mentionne, et d'ailleurs qui n'est pas du tout quelqu'un d'inconnu. J'ai pu tracer cette personne, Cheikh Mohammad Murad. Cheikh Mohammad Murad, c'est un grand soufi chishti de Gujarat. Il appartient donc il y a plusieurs lignées de chishti qu'on connaît en Inde à l'époque. Donc les chishtiya, le personnage principal pour leurs origines en Inde, c'est ce cheikh-là, Moinuddin Chishti, mort à l'époque du sultanat. On a son tombeau donc à Ajmer. Mais puis il y a eu différentes lignées au Punjab, à Delhi, dans le Décan, et il y a aussi cette lignée gujarati. Donc ce que ça veut dire, c'est en effet que Fraser, en quelque sorte, a imbibé toute la mentalité chishti. Ça peut paraître un peu curieux, non? Un Écossais d'Inverness venu à Surat, mais qui devient pas explicitement musulman, il ne s'est jamais converti, mais qu'il a absorbé toute une série d'idées de Chishti. Mais qu'est-ce que ça veut dire des idées de Chishti? Et quelles sont les traces qu'on peut trouver pour démontrer ça? Il y a plusieurs traces. Une trace, c'est la présence de toute une série de manuscrits Chishti. Et on sait que, par exemple, il a des manuscrits de ce texte-là qui s'appelle Mu'in al-Arwah, et qui est un texte hagiographique portant sur le grand saint Muinuddin Chishti, mais ce n'est pas n'importe quel texte. Ça, c'est une hagiographie écrite par la princesse Jahanara. Donc, la princesse elle-même, quand elle était à Surat, est devenue dévote de cette lignée de soufis, et elle est rentrée là-dedans. Voilà le colophone d'un de ces manuscrits de Mu'in al-Arwah. Ce n'est pas celui de Fraser, mais un autre qui est à la Bibliothèque britannique. Mais ça se voit assez clairement.
Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez particulier dans le texte les textes et le catalogue en particulier de Fraser. C'est son obsession avec un personnage assez connu, qui est le Cheikh Abul Fazl. Il revient sans cesse à ce personnage-là. Il nous dit que, par exemple, à un moment donné, il parle de Akbarnama, la chronique d'Abul Fazl, des termes extrêmement élogieux. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est le moment quand il parle des lettres d'Abul Fazl, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Insha Abul Fazl. Et il a un manuscrit de ça, et il nous dit carrément que ça, c'est l'ouvrage intellectuel le plus important de l'Orient. Qu'il n'y a pas d'autre ouvrage qui soit plus important que ça, et pas seulement qu'il fait ça, il fait même quelques essais de traduction, et notamment il traduit un texte qui est assez curieux, assez intéressant, et ça, c'est la lettre que Akbar a fait écrire à Philippe II. Il y a une lettre autour de 1580-1581, écrite pas directement par Akbar, mais de la part d'Akbar à Philippe d'Espagne, dans laquelle il parle de ses attitudes religieuses et il parle de la nécessité de faire envoyer les grands livres de savoir occidental en Inde. Donc c'est une espèce d'invitation à Philippe II pour échanger les connaissances de l'Inde avec les connaissances de l'Occident. Ça n'a pas eu un grand effet, Philippe II n'a rien envoyé, mais c'est en fait, en quelque sorte, important pour comprendre aussi les échanges qui ont eu les jésuites à la cour moghole. Et en fait, ce que fait James Fraser, qui est assez curieux, c'est assez intéressant, c'est qu'il nous fait une traduction complète de cette lettre, et il le commente en disant regardez comment ces gens-là étaient tellement tolérants, il avait une telle ouverture, et ça, c'est la génie d'Abul Fazl, en quelque sorte. Celui qui était derrière cette notion-là. Alors, bien sûr, on sait qu'il y avait une proximité entre Abul Fazl et la pensée de Chishti. Parce que les Chishti étaient très, très portés vers quelque chose qui était leur phrase préférée, qui s'appelle Wahdat al-Wujud, une espèce de notion de l'unité de l'être. Et selon cette idée-là, finalement, toutes les religions du monde étaient à peu près la même chose. Et on pouvait faire des équivalences. Il n'y avait pas une grande différence entre la croyance des hindous et la croyance des musulmans. Les noms étaient différents, les apparences étaient différentes, mais les réalités derrière était la même. Donc, il est en train d'utiliser et penser dans ces termes-là. Et d'ailleurs, ça nous fait aussi revenir sur son histoire de l'Inde moghole. Parce qu'on sait qu'au XVIIIe siècle, quand on faisait des schémas sur le déclin de l'Empire moghol, il y avait 2-3 voies assez connues. On pouvait, par exemple, dire que le déclin de l'Empire moghol avait commencé avec Aurangzeb. Donc ça, c'est le topo de l'intolérance d'Aurangzeb qui crée des problèmes pour l'Empire moghol. Ça, c'est une idée qui viendrait effectivement un peu de Bernier et certainement par la suite par Catroux, qui était celui qui a fait le plagiat et l'adaptation de Manucci. Parce qu'à partir de ces deux textes-là, on fait une espèce de division de l'Empire moghol. Il y avait 2 frères, un bon frère, qui est Darashiko, qui a été tué, qui a perdu la guerre de la succession, tandis qu'on a le mauvais frère, le méchant, qui est Aurangzeb. Et dès que Aurangzeb gagne la succession, il est sûr que l'Empire moghol va tomber en décadence. Mais ce n'est pas du tout l'interprétation qui donne Fraser. Il a une vision tout à fait autre, entre autres parce que, et là c'est aussi un moment assez curieux, parce que Fraser a su accéder à des documents fiscaux moghols. Donc, en fait, il a toute une série de données sur les recettes et les dépenses de l'Empire moghol. Et il démontre clairement qu'il n'y a jamais eu de problème financier dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et, tout à fait au contraire, que les recettes de l'Empire moghol étaient toujours en croissance à l'époque d'Aurangzeb. Donc, les problèmes commencent pour lui autour de plus ou moins 1710 ou 1720. Et là, en fait, il va reprendre directement le discours des chroniqueurs moghols, en disant
qu'à partir de 1710 ou de 1720, les princes qui ont succédé à Aurangzeb avaient un caractère assez faible et ils étaient plutôt portés vers les femmes de basse origine. Donc, il y avait trop de danseuses et de chanteuses dans leur cour qui avaient une influence néfaste. Et ça, c'est le discours tout à fait qui vient de l'Empire moghol. Donc, vous voyez qu'il y a ces deux possibilités. Une possibilité qui serait une vue de l'extérieur, créée par les voyageurs, et puis on a Fraser qui va puiser dans les textes venant de l'Empire moghol en tant que tel. Alors, donc, ça, c'est une série de choses, mais il y a aussi autre chose sur Fraser, comme on peut certainement dire. Il a aussi fait une collection de quelques peintures. Ces peintures, ça, c'est le seul album qui reste en tant que plus ou moins intact. Et ça se trouve actuellement à la bibliothèque Bodleian. C'est un album assez curieux qui nous fait les portraits de tous les rois de l'Inde à partir des épopées, c'est-à-dire à partir de Mahabharata. Il y a, si je ne me trompe pas, 60 quelque chose, peut-être 70 ces portraits, en commençant avec Yudhishthira et les rois, les Pandavas. Et si vous regardez, vous voyez ici que, en fait, ça, ce n'est pas du tout de la tradition moghole. Ça vient, en fait, ce sont des copies faites en Inde occidentale, probablement dans les petites cours de Rajasthan. Mais Fraser a trompé un peu ses interlocuteurs en racontant que c'était des miniatures mogholes de première qualité. Les spécialistes de l'art moghol vont sûrement rire en regardant ces peintures et en pensant que ça a été présenté comme l'art moghol de première qualité. Ça, c'est censé être Tamerlan. Et là, vous voyez les rois moghols même. Il y a aussi eu quelques autres peintures sur le marché de Londres autour de Fraser qui étaient des copies basées sur les peintures qu'il aurait ramenées. On sait qu'il a vendu ces peintures en utilisant ces réseaux-là, parce que dans cet album, par exemple, on a un échange de lettres en ouverture, il y a une lettre de Cleland, dans laquelle elle explique que lui et Alexander Pope avaient vu ces peintures, ils ont trouvé qu'elles étaient excellentes, et donc ils ont aidé pour mettre tout cela sur le marché. Donc il y a cet autre aspect de Fraser, beaucoup plus difficile à saisir, beaucoup plus compliqué, qui est l'aspect donc de celui qui faisait une fortune, qui voulait acheter et vendre. Et là, d'ailleurs, il y a aussi toute une autre petite série de petites choses sur Fraser qu'il faut garder en vue. C'était un grand promoteur de café, parce que comme il avait passé du temps à Mocha, il s'est beaucoup intéressé au café. Et il a aussi écrit des choses pour promouvoir donc cet aspect-là. Et d'ailleurs, c'est l'aspect de Fraser, celui qui vendait, qui achetait, qui faisait le commerce privé. Et c'est à cause de ça qu'il a eu des difficultés dans son 12e séjour. Donc, si on fait le contraste entre les deux séjours de Fraser en Inde, les 10 premières années qu'il est là-bas, il est en quelque sorte en phase d'apprentissage. Il apprend le persan, il apprend la culture indienne et il devient de plus en plus capable d'intervenir dans le marché de la collection. Mais on a l'impression qu'une fois qu'il est revenu en Angleterre et il est reparti en Inde, ça c'était avec un but qui était beaucoup plus commercial et beaucoup plus... il était beaucoup plus avare en quelque sorte la deuxième fois. Et il voulait donc constituer des pièces de collection. Je pense qu'il avait probablement même des commandes qu'il a ramenées de l'Europe. Les manuscrits qu'on a à la bibliothèque Bodleian viennent tous du premier séjour, ou presque tous. Il y a peut-être un ou deux manuscrits qui viennent de second séjour. Et si on regarde les choses autour de ce deuxième séjour, il y a une espèce de correspondance d'une violence extrême
parce qu'il est toujours en train de lutter contre les autres Anglais dans le comptoir de Surat et à Bombay. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, revenu en Inde, Fraser est convaincu qu'il sait 10 fois plus que tous les autres Anglais. Donc, il n'a que de mépris pour les autres Anglais. Et il raconte sans cesse, par exemple, comment la politique anglaise est totalement manque d'adéquation. Il a ses propres obsessions. Par exemple, Fraser a une obsession très particulière, et ça c'est aussi curieux parce que ça vient aussi du milieu chishti. Il a une espèce de bête noire. Et cette bête noire, c'est un personnage central de la politique moghole de l'époque, c'est Nizam al-Mulk Asaf Jah, le premier Nizam de Hyderabad, qui avait une grande influence sur la politique du Gujarat à l'époque, et il est convaincu que Nizam al-Mulk, c'est le plus grand vilain qui a pu exister en Inde à l'époque. On sait qu'il y avait des raisons pour ça aussi. Nizam al-Mulk favorisait l'ordre Naqshbandi, beaucoup plus que les Chishtis. Et donc, il y avait aussi cet aspect-là dans le conflit. Et par exemple, Fraser explique sans cesse au directeur de la compagnie que les gens à la tête du comptoir de Surat et aussi les gens à Bombay n'ont rien compris de la menace qui représentait Nizam al-Mulk. Et que, par contre, il a ses propres favoris à la cour moghole et il propose donc de nouer des alliances avec des uns et des autres à la cour moghole qui seraient des hommes beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus faciles à traiter, etc. Il y a aussi dans ces deuxième moment quelques autres choses. Je vous ai dit que la plupart des choses viennent de premier séjour, mais il y a quand même quelques éléments qu'il a pu collectionner la deuxième fois. Il a par exemple ça, qui fait partie d'une petite collection de manuscrits. Par exemple, il a un manuscrit illustré de Bhagavata Purana. Mais là, vous voyez que ce sont des espèces de manuscrits peints portant sur la religion des non-musulmanes, des hindous. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'il a su faire. Et ça, c'est il a aussi su collectionner des manuscrits pour la religion des Zoroastriens. Donc, il est probablement parmi les premiers qui a ramené en Europe les manuscrits de l'Avesta, des Khodavasta et d'autres encore. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Fraser, finalement, devient en quelque sorte à la fois le prédécesseur, mais comme Anquetil du Perron était l'homme le moins généreux du monde, et c'était aussi le cible de Anquetil. Anquetil est passé par Surat dans les années 1750. Et il savait très bien que Fraser avait été là. Il parle dans son récit de voyage de Fraser. Et il dit que Fraser, qu'il y avait donc un Écossais qui s'appelait Fraser, qui a essayé de collectionner des choses, mais il dit que, en gros, que Fraser était totalement incompétent, etc., etc. Mais c'était aussi assez curieux de voir qu'à la fin du séjour d'Anquetil, quand il rentre sur l'Europe, il est capturé parce qu'on est toujours en guerre de 7 ans. Et il est amené donc en Angleterre, et comme Anquetil a su s'arranger pour ce genre de choses, les Anglais ont permis, tout en étant captif, qu'il passe à la bibliothèque bodléienne. Donc Fraser, Anquetil toujours captif, passe à la bibliothèque bodléienne pour voir la collection de Fraser. Fraser qui est mort en ce moment-là parce qu'on est plus ou moins autour de 1760. Et Anquetil qui donne son avis sur la collection de Fraser, assez rapide, assez méprisant, mais assez curieux parce qu'il se trompe carrément sur les manuscrits, parce qu'il identifie des manuscrits qui n'existent pas, il dit qu'il n'y a pas de manuscrits de choses où il y a bel et bien des manuscrits. Mais ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'en quelque sorte, on voit que la collection d'Anquetil a un rapport très intéressant et très curieux avec la collection de Fraser. Ils ont collecté les manuscrits plus ou moins au même endroit, parce qu'une grande partie des manuscrits d'Anquetil aujourd'hui à la Bibliothèque nationale vient de Surat, justement.
Mais donc cette espèce de relation, une espèce de tension entre un Écossais devenu Chishti, plus ou moins, et un Français resté très français, qui a donc suivi les pas, mais sans vouloir dire qu'il suivait les pas de celui qui avait été là avant. Dernier petit mot, il faut dire que Fraser a aussi fondé une dynastie. Son fils, Edward Satchel Fraser, est devenu planteur dans les Caraïbes. Mais les deux petits-fils ont eu une carrière orientale. Celui qui est ici à gauche, James Bailey Fraser, a passé du temps en Iran. Il est devenu peintre, il a laissé pas mal de peintures de paysages, etc. Celui-là, beaucoup plus curieux, William Fraser, a été à Delhi et en 1835, il a été assassiné à Kashmiri Gate. Donc, si vous passez par le cimetière anglais de Delhi, vous pouvez trouver sa pierre tombale, même aujourd'hui. Je vous remercie.